Comme à l'accoutumée, avec Christian Macarian, nous passons en revue l'actualité internationale et nous commençons évidemment par le sujet principal, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Les choses évoluent petit à petit, mais elles n'évoluent pas, semble-t-il, dans un sens favorable à l'Ukraine pour le moment, puisque les Russes ont changé de stratégie. Ils avancent maintenant mètre par mètre, on pourrait dire presque tranquillement, mais ce n'est pas vrai, dans l'Est. Quelles sont leurs intentions ? Leurs intentions, à l'évidence, sont de réaliser la conquête totale, complète des deux oblasts de Donetsk et de Lugansk, c'est-à-dire ces deux régions les plus à l'est de l'Ukraine, dont un petit morceau s'était détaché en 2014 pour se proclamer république séparatiste, république indépendante de Donetsk et de Lugansk, qui n'ont pas été, c'est important de le dire, reconnus par la Russie avant le mois de février dernier. Et c'est la reconnaissance de ces deux républiques qui, le 21 février, a servi d'étape préalable à la déclaration de la guerre le 24 février. Donc, ce que veulent les Russes, c'est réaliser la conquête la conquête absolument achevée de ces deux régions, de manière selon toute vraisemblance, à pouvoir les annexer et les rattacher durablement à la Russie. Est-ce qu'ils vont aller jusque-là? C'est toute la question. Ou est-ce qu'ils vont se contenter de dire « nous les avons conquises et maintenant nous pouvons négocier ». C'est là qu'il réside une inconnue totale qui n'est qu'entre les mains d'un seul homme sur Terre, qui s'appelle Vladimir Poutine. Et quelles seraient les conséquences d'une annexion? Alors les conséquences d'une annexion seraient catastrophiques. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la Russie serait agrandie de l'oblast de Donetsk et de l'oblast de Lugansk. Est-ce que ce sont des régions économiquement importantes? Oui, ce sont des régions très riches, puisque une énorme partie de l'industrie ukrainienne, mais aussi de toute l'industrie de l'époque soviétique, se trouvait concentrée dans ces bassins. Une grosse production encore métallurgique, de minerais aussi, de charbon aussi, tout ça transité par le port de Mariupol. N'oubliez pas que Mariupol fait partie administrativement de l'oblast de Donetsk. La ville a été conquise tout récemment. Voilà, ça signifierait que la Russie est, entre guillemets, propriétaire de Mariupol, de Donetsk, de Lugansk et de tout ce qu'il y a entre, jusqu'au nord, où on rejoint la frontière de la Russie. Ça signifierait aussi que toute atteinte de l'Ukraine, le fait de tirer un seul coup de fusil contre ces régions, des Ukrainiens, contre ces régions, correspondrait à une agression contre la Russie, puisque la Russie aurait annexé ces régions et ce serait devenu entre-temps donc territoire de la République fédérative de Russie. Mais est-ce qu'un pays peut annexer comme ça une partie d'un autre pays, par exemple en droit russe, en droit international? Alors en droit international, c'est impossible et inacceptable, ça ne pourra pas l'être, mais en droit russe, la Russie considérera que ça fait partie du territoire russe et que donc toute revendication occidentale, par exemple, ou toute aide, même militaire, apportée aux Ukrainiens pour combattre contre les troupes qui seraient concentrées pro-russes ou russes, qui seraient concentrées dans l'oblast de Donetsk ou l'oblast de Lugansk, serait donc considérée par la Russie comme une agression, un fait de guerre, ce qui amènera nécessairement la Russie à utiliser l'étape supplémentaire. L'étape supplémentaire, il n'y en a pas d'autre que l'étape nucléaire, c'est-à-dire la menace. Vous attaquez notre territoire national, puisque nous avons, entre guillemets, nationalisé Donetsk et Lugansk, donc nous sommes en droit de nous défendre et d'utiliser la dissuasion nucléaire, en tout cas verbalement. Et c'est ça qui est le plus redoutable. Si, en revanche, la Russie n'allait pas jusqu'à l'annexion et se considérer tout simplement que ces deux territoires séparatistes sont reconnus par la Russie, avec des entités politiques autonomes, reconnues, soutenues, même financées par la Russie, mais que ça ne serait pas pour autant le territoire de la Fédération de Russie. Si on en était là, on recevrait un message assez clair qui signifie que la Russie souhaite s'arrêter là et ne pas
passer à un cran supérieur. Alors, Donc c'est très important cette question d'annexion ou de non-annexion. alors supposons que pas d'annexion pour le moment, mais poursuite de la guerre par les mêmes moyens, pas par d'autres moyens, et recommençant à aller d'abord allant vers Odessa, coupant donc tout l'accès à la mer, et ensuite essayant d'arriver finalement à Kiev. Est-ce que ça n'est pas aussi une Alors, solution? arriver à Kiev, je ne crois pas. Je pense qu'ils ont maintenant définitivement renoncé. Également à Kharkiv. En revanche, vous avez tout à fait raison, cher Bernard, sur... Sur Odessa. Mykolaïv et Odessa, c'est évident que là, il y a un risque tout à fait majeur. Et le C'est scénario... l'asphyxie complète. Voilà, le scénario que vous décrivez serait celui, même sans annexer, serait celui d'une asphyxie complète de l'Ukraine pour obliger l'Ukraine à capituler sans condition, ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais c'est possible que dans l'esprit des dirigeants russes, ils l'ont prouvé, il y ait ce genre de déraison-là. Et que pourrait-on faire pour s'y opposer? Oh là, à peu près rien. Ah, rien, c'est pas À grand-chose. peu près rien, sauf continuer à l'infini cette guerre, dont on oublie quand même un aspect essentiel. On n'en parle finalement pas beaucoup. C'est que, à mon humble avis, il se produit en ce moment en Ukraine, depuis le mois de février, un cataclysme humanitaire d'une ampleur sans précédent sur le sol européen depuis 1945. Mais un véritable cataclysme. Je suis certain... Vous pensez que les chiffres des victimes sont très élevés? Je suis certain que les chiffres des victimes civiles sont très élevés. Parce que on ne peut pas blâmer l'Ukraine, puisqu'elle n'avait pas d'autre stratégie possible. Mais l'Ukraine a quand même choisi de faire une guerre des villes. Parce qu'en race campagne, face à la supériorité numérique des chars russes, l'Ukraine eût été écrasée. Donc, si j'avais été ukrainien, j'aurais fait la même chose. Livrer bataille à l'intérieur des villes, ça fait perdre beaucoup d'hommes aux Russes, beaucoup de temps, et il a été prouvé à Kiev comme à Kharkiv que les Russes n'y sont pas arrivés. Bon. Mais l'autre inconvénient, c'est que quand les Russes s'en prennent à Mariupol ou, comme c'est le cas pendant que nous parlons à Severodonetsk, qui va subir de toute évidence le même sort que Mariupol, alors là, c'est un véritable carnage qui s'exerce fortement au détriment des militaires ukrainiens, évidemment, mais très fortement au détriment des populations civiles ukrainiennes qui n'ont aucune chance de retrouver par la suite ce qu'elles avaient là, dans cet habitat qui était le leur, à Mariupol ou à Severodonetsk ou à Lysychansk ou dans d'autres villes, que les Russes vont littéralement raser avant de les occuper. Oui, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'hôpitaux. On en a une anticipation, c'est ce que les Russes ont fait à Kherson. À Kherson, c'est le rouble qui accourt. Même plus la hryvnia, la monnaie ukrainienne. C'est le rouble qui accourt et les Russes distribuent des passeports de nationalité russe à des habitants qui leur sont acquis. Donc il y a une espèce de... Mais ça veut dire que les habitants sont acquis tout de suite au nouveau passeport? Une partie des habitants qui sont pro-russes acceptent de recevoir des papiers d'identité russe, ce qui fait d'eux des citoyens russes. Et les autres s'enfuient? Soit ils s'enfuient, soit ils vivent terrés parce qu'ils n'ont pas d'autre possibilité. Il n'y a pas de possibilité d'aller et venir à Kherson. Quand on est à l'intérieur de la ville, on peut difficilement en sortir. Et là, si vous voulez, Kherson qui a été perdu au tout début de la guerre, sans doute à cause d'une mauvaise manœuvre militaire ukrainienne, Kherson est une espèce de laboratoire qui permet de préfigurer l'Ukraine nouvelle, ce qui attend le reste des régions, c'est-à-dire une russification intensive. Et si vous voulez, l'Ukraine réduite, privée du port de Mariupol, du débouché d'Odessa, que les Russes prennent Odessa ou qu'ils organisent un blocus maritime au large d'Odessa, l'effet est le même. Rien ne rentre et rien ne sort d'Ukraine. Une Ukraine diminuée de tout le Donbass et de toute sa partie industrielle, métallurgique, minière, etc. C'est une Ukraine réduite à une plaine agricole sans possibilité d'exporter le blé, sauf à payer les Russes
qui seront à ce moment-là propriétaires du port de Mariupol, qu'ils auront littéralement kidnappés, et qui feront payer les Ukrainiens très cher à chaque fois qu'il s'agira d'exporter une tonne de blé. Donc le scénario, il est absolument catastrophique pour l'Ukraine. C'est pourquoi l'Ukraine, finalement, n'a rien à perdre. Parce que cet avenir que lui dessinent les Russes est tellement insupportable que les Ukrainiens ont tout à gagner à continuer la guerre et à intensifier la guerre. Alors du côté ukrainien, effectivement, c'est très juste ce que vous dites. Et il y a aussi quelque chose qui joue en faveur des Ukrainiens, c'est l'étendue de l'Ukraine. Oui. C'est un grand pays, même s'il n'est peuplé que de 40 ou 45 millions de personnes. C'est donc très difficile pour les Russes d'assurer leur ligne de communication sur des grandes distances. C'est pour ça, pour le moment, ils restent dans le Donbass. Oui, dans cette mais région-là. c'est assez bien vu militairement de la part des Russes, parce que le Donbass qui fait comme un guillemet, hein, oui. C'est exactement la forme d'un guillemet, ce Donbass est acculé au nord, au milieu et au sud à la République, à la Fédération de Russie. Oui. Donc la Russie a un point de continuité qui lui donne énormément de force. Il y a des bases militaires de l'autre côté. Il y a une grosse ville comme Krasnodar qui alimente le Donbass et qui aussi s'alimente à partir du Donbass. Donc le Donbass, Lugansk comme Donetsk sont acculés, sont des points qui sont complètement dans une impasse, le bout de l'impasse étant la Russie. Oui. Alors que pour les Ukrainiens, entre Lviv et Severodonetsk, il faut traverser tout le pays, comme le matériel militaire arrive à Lviv et du côté de Lviv, il faut donc que, par exemple, lorsque la France envoie un canon César, il faut que ce canon parcourt 1200 à 1300 kilomètres avant d'arriver sur la ligne de front. Donc, l'élongation, si vous voulez, de la ligne de logistique ukrainienne ne joue pas en la faveur de l'Ukraine. Et pas non plus en faveur de la Russie, si au cas où elle voudrait s'étendre. Sauf si la Russie considère que l'Ukraine n'est plus qu'une plaine agricole privée des villes, forte valeur ajoutée, de l'industrie, Donbass, des débouchés portuaires, Mariupol, Odessa, etc. Donc ça devient une Ukraine dont toute la partie utile est russifiée. Et là, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est comme si la France était ramenée à une zone qui irait de la Dordogne à la Creuse et de la Bretagne à la Haute-Savoie. Voilà, on n'aurait plus les quatre côtés de l'Hexagone, enfin, qui n'a pas quatre côtés, comme tout le monde le sait, mais on n'aurait plus les bords, on n'aurait plus que le milieu. La France ne serait plus du tout la France. Et la Russie a-t-elle les moyens militaires pour occuper l'Ukraine entièrement? Non. Elle ne le fera pas. Elle est à l'heure actuelle un effectif de 200 000 hommes. Sur ces 200 000 hommes, 110 000 sont combattants à peu près. Tout le reste, c'est de la logistique, de l'intendance. Et en plus, qui marche mal, la logistique et l'intendance. Donc, vous voyez bien qu'il faut une proportion quasiment de 50%, un peu moins. Mais ça ne fait pas beaucoup de combattants, 110 000 contre environ 150 000 ou 200 000 Ukrainiens. Il est difficile de faire des proportions très, très justes. Mais si la Russie veut aller plus loin, il faut qu'elle recourt à l'appel aux réservistes ou à la conscription. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle puise, alors qu'elle est soumise à un régime de sanctions qui asphyxie son économie, il faut qu'elle puise dans les forces vives. Les ingénieurs, les ouvriers, les techniciens seraient prélevés de l'économie russe qui bat de l'aile pour partir sur le front. Ce serait vraiment, du point de vue de la Russie, un suicide. Oui, puis du point de vue aussi de la population russe. Oui. Savoir que le pays est en guerre, ça changerait quand même de l'opération spéciale, limitée. Exactement, Bernard. C'est que ça mettrait un contre-pied total à la totalité de la propagande russe depuis le début, qui consiste à dire ce n'est qu'une opération de sécurité contre des terroristes. Nazis, à savoir les Ukrainiens. Nous ne ferons pas la guerre parce que nous n'avons pas besoin de ça, nous sommes tellement supérieurs en nombre, en force, en intelligence, etc. Le régime russe a vendu ça au peuple russe. Oui.
Alors les sanctions dont vous parlez, elles n'ont pas l'air pour le moment de mordre beaucoup et de gêner beaucoup Vladimir Poutine. Il touche toujours d'énormes revenus du pétrole et du gaz. Et est-ce que ça va lui permettre Alors, longtemps de survivre ou est-ce que ces sanctions vont finalement le contraindre à, je ne sais pas, reculer, sur les sanctions, à on peut dire négocier? deux choses qui sont deux réalités irréfutables, mais qui sont contradictoires. La première chose, c'est que jamais l'Europe ne se serait crue capable d'une telle solidarité pour prendre des décisions aussi dures en matière de sanctions contre la Russie. Elle l'a fait, elle l'a encore fait il y a quelques jours à peine, en décidant l'embargo total du pétrole dans un délai assez rapide. Rapide, on verra ce que ça signifie. Il ne faut pas se tirer une balle dans le pied non plus. Hein. Voilà, mais en tout cas, on a décidé, y compris la Hongrie, en offrant un statut spécial à la Hongrie et à la Slovaquie, un statut transitoire, où ces deux pays pourront continuer à acheter du pétrole, on a quand même décidé de s'acheminer d'ici à la fin de l'année vers l'extinction de toute importation de pétrole. Donc, c'est quand même assez rare, et si ça, c'est pas de nature à fabriquer un esprit de défense et une politique étrangère commune, alors rien n'est favorable à ça. Donc l'Europe, oui, je réponds assez clairement, elle a fait un effort et elle a fait un grand bond en avant. Mais de l'autre côté, j'ai une seule question, enfin une seule remarque à soulever et que j'exprimerai sous une forme de question que je vous adresse, cher Bernard. Depuis quand est-ce que le régime des sanctions a affaibli le régime de Kim Jong-un? Depuis quand ou quand le régime des sanctions a-t-il fait changer d'orientation le régime de Téhéran? Et je peux poursuivre à l'infini. Donc je ne suis pas sûr que ce soit les sanctions en elles-mêmes qui constituent une politique. Dans les deux cas que vous avez cités, ces régimes ont été renforcés, se sont endurcis même. Et je pense que la Russie, avec ses ressources naturelles immenses, sans limite quasiment, n'a absolument pas à redouter. Oui, ils ont du blé, du pétrole, du gaz. Ils ont la totalité des minerais extraits sur la Terre, se trouvent sur le territoire de la Fédération de Russie. Ils ont du pétrole, du gaz à l'infini. Ils ont une agriculture. On parle beaucoup du blé ukrainien, mais enfin, il y a aussi le blé russe. Non, la Russie sait réagir de façon très autoritaire aux périodes de disette et de serrage de ceinture. Elle l'a prouvé dans son histoire. Donc, comment concilier ces deux réalités que je viens d'évoquer contradictoires? De la façon suivante, à mon avis. Oui, il faut durcir les sanctions, mais non, il ne faut pas considérer les sanctions comme une politique en soi. C'est un instrument d'une attitude globale qui doit viser à forcer le régime russe à cesser son agression. Donc, par exemple, les sanctions ne peuvent pas avoir d'effet toutes seules, mais le fait de livrer des armements, et des armements à mon avis plus performants, comme les États-Unis sont en train de le faire, ça fait partie du schéma également. Il ne faut pas oublier que l'armée russe a quand même subi des pertes considérables. Plus de 700 blindés ont été liquidés ou saisis par l'ennemi, par les Ukrainiens. C'est quand même énorme. 700 blindés, c'est en totalité les forces blindées de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni en Europe. Ça donne une idée. La Russie a perdu tout ça. C'est passé aux mains des Ukrainiens. Donc, non, les Russes ont subi... Et les équipages qui vont avec, évidemment. Les équipages, le nombre de morts reste sujet à caution, puisque les chiffres des Ukrainiens sont astronomiques, mais on considère que raisonnablement, on est entre 15 000 et 20 000 morts. En 3 mois, c'est considérable. Pour une armée dite conquérante et dite surpuissante, c'est quand même considérable. On ne peut pas qualifier ça de succès militaire. Oui, je reviens sur ce que vous avez dit à propos des sanctions. C'est vrai que à la fois l'Iran et la Corée du Nord continuent, vaille que vaille, à développer à préparer leur accession à la bombe atomique, en dépit de sanctions, mais terribles dans les deux cas. Hein. La différence, c'est que ni l'Iran ni la Corée ne sont en conflit ouvert. Oui. Là, la Russie est en conflit ouvert avec l'Ukraine. Si l'Occident aide l'Ukraine, elle contribue à laisser la Russie
s'enfoncer dans une situation militaire où les forces russes subissent, encore une fois, de fortes déconvenues et de fortes pertes. La bataille des villes qu'a lancée l'armée russe est incontestablement efficace, mais elle se traduit de quelle manière? Par un pilonnage d'artillerie absolument monumental, et aidé par l'aviation d'ailleurs, parce que les Russes ont la suprématie aérienne de très loin. Oui, c'est curieux parce que les Ukrainiens ont été équipés de missiles sol-air. Oui, mais contre certains avions extrêmement performants du type Sukhoi 25, qui est une véritable réserve de bombes volantes, la puissance de feu de cet avion, il n'y a aucun équivalent dans les flottes occidentales. Hein. Ah oui? Non. Donc il y a quand même des savoir-faire russes dans certains domaines qui restent très avancés. J'ai parlé des blindés russes et de leur mauvaise qualité. On a vu apparaître des blindés qui avaient parfois 50 ou 60 ans d'âge. Hein. Donc d'accord, c'est une chose, mais je dois aussi parler, pour rester objectif, des Sukhoi 25 et de leur incroyable performance à détruire spécialement les villes. Donc la Russie mène la bataille des villes. Cette bataille-là, elle la gagnera. C'est incontestable. Mais est-ce que pour autant la Russie pourra totalement détacher ces régions-là de l'Ukraine et mettre à exécution son plan final? Ça dépendra complètement du degré de résistance des forces ukrainiennes, qui dépendront elles-mêmes complètement du taux d'apport, d'appui et de livraison d'armes auquel l'Occident procédera. On va terminer par une question concernant le président français, Emmanuel Macron. Certains pays lui reprochent d'appeler régulièrement, enfin plus ou moins régulièrement, Vladimir Poutine. Il l'a fait aussi récemment en compagnie du chancelier allemand Scholz. Quelle est votre position là-dessus? Vaut-il mieux lui parler, bien que ça ne produise pas de résultats concrets, ou faut-il aussi, en quelque sorte, l'ignorer? Moi, je ne suis qu'observateur, cher Bernard. J'ai constaté que M. Macron a voulu faire un reset de la relation franco-russe et qu'il a tendu à plusieurs reprises la main à Versailles d'abord. Vladimir Poutine a commencé par Versailles, puis ensuite à Brégançon, etc. Avant même que la question ukrainienne atteigne ce point paroxystique, cette ligne était un échec. On voyait bien que les Russes ne voulaient pas de cette main tendue. Ils n'en ont rien fait. Parce que pour eux, la France ne pèse pas assez et que ça n'est pas significatif, ce que la France peut offrir à la Russie. Donc déjà, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a un échec de la ligne d'Emmanuel Macron concernant la Russie. Ensuite, Emmanuel Macron se trouve dans une position qui fait qu'il a été très critiqué par le président Zelensky, par exemple. Ce qui ne nous crée pas seulement un problème avec l'Ukraine, ça nous crée un problème de fiabilité vis-à-vis des États-Unis. Après avoir dit l'OTAN est un état de mort cérébrale, on voit qu'il n'y a plus que l'OTAN comme rempart et qu'à l'intérieur de cette OTAN, la France essaie encore de cultiver une différence pour faire la défense européenne. Voilà, pour développer une ligne plus subtile que la moyenne, en disant qu'on allait construire une défense européenne et que de toute façon, il fallait laisser une porte de sortie à Vladimir Poutine. Je ne suis pas sûr qu'au cœur des combats, dans la phase la plus aiguë, où nous nous trouvons encore, le langage de la porte de sortie soit idéal. Oui, c'est vrai qu'il faut laisser une porte de sortie, mais en matière diplomatique. Or, pour l'instant, l'heure de la diplomatie n'est pas arrivée. On est à l'heure militaire. Et sur le plan militaire, la France n'a pas été un des pays les plus avancés, je crois que c'est incontestable, même si elle livre des armements très significatifs, ça n'a pas été le pays le plus avancé. L'Allemagne non plus. L'Allemagne non plus, mais l'Allemagne, ce n'est pas un exemple à suivre en matière de Russie. Oui. Parce que nous avons vu avec Gazprom. Gazprom et le gazoduc Nord Stream 2, à quel point la théorie de Mme Merkel et de son prédécesseur Schröder était fausse, à savoir, pour amadouer Poutine, il faut faire du commerce avec lui. Ça a commencé avec Willy Brandt. Et ça a commencé avec Willy Brandt, exactement, la fameuse Ostpolitik qui Wandel durch Annäherung, le rapprochement par le changement, ou le changement par le rapprochement. Voilà. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup Christian. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir prochainement
pour parler de la suite des événements en Ukraine. Merci et à bientôt. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission et à bientôt.